Allô, allô, vous m'entendez? Super. Bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir. Je vous souhaite vraiment la bienvenue pour cette belle édition dont je déclare ouverte la 4e édition de notre salon de la relation client, qui est organisé, et j'aimerais vous présenter l'équipe, qui est organisée par une, une belle équipe. Julien de la société MB Action, qui est notre gentil membre très très actif, qui s'occupe particulièrement de la commercialisation. Cécile Gardin, du groupe CID, membre aussi très très actif et qui s'occupe particulièrement de la communication, avec Virginie Clément comme Caféine, qui s'est occupée de toute la communication de notre salon. Myriam, notre secrétaire, et moi-même, Lydie, pour vous accueillir et j'espère passer une bonne journée avec vous. Alors, cette année, nous avons choisi un thème, et je vais laisser Céline très vite nous le présenter. Il s'agit aujourd'hui de quoi, Céline? De réveiller l'enthousiasme de vos clients. Alors, je vais déjà essayer de vous réveiller, hein. Voilà, et éventuellement avec enthousiasme. Alors, pour préparer cette table ronde, je me suis dit, tiens, l'enthousiasme, c'est quoi la définition? Alors, je vous cite, je ne l'ai pas prise par cœur, m'excuserez. Selon le Larousse, l'enthousiasme, c'est une émotion puissante qui s'empare de quelqu'un à propos de quelqu'un ou de quelque chose et qui se manifeste par des signes extérieurs d'admiration et de contentement. Donc notre challenge, c'est que vous applaudissiez avec enthousiasme d'ici à peu près 1 heure. On va parler avec nos 3 intervenants, nos 3 invités ce matin. On va parler d'expérience collaborateur et client, d'innovation, de nouvelles attentes de vos clients. Et avant de débuter, je voulais vous citer une étude d'IBM, l'Institute for Business Value, qui a été menée auprès de 19 000 clients dans le monde entier. Et cette étude montre l'importance du brand enthusiasm, qui veut dire l'engouement pour votre marque, parce que la génération Y est celle qui attend de nombreuses interactions et une émotion vécue essentielle dans une expérience d'achat. Et on va parler un peu de ça ce matin, on va parler d'émotion, d'expérience avec nos 3 intervenants. Eh bien, je vous laisse. Merci, Lydie. Bonne plénière à vous 3. Et merci à vous d'être là surtout. Merci. Donc, je vais vous présenter nos 3 intervenants. On a à peu près 1 heure d'échange et surtout, on va échanger avec vous. Donc, on va discuter tous les 4 ensemble. Et puis après, vous avez des micros qui sont à votre disposition pour pouvoir échanger avec nos intervenants. Jocelyne Verlet, bonjour Jocelyne. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations chez le groupe LDLC et vous gérez depuis plus de 10 ans le service relations clients de l'enseigne matériel.net au sein du groupe LDLC. Laurence, bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes directrice de l'expérience client au sein de la branche grand public et numérique chez le groupe La Poste. Et Vincent, bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes artisan chocolatier, vous avez 6 boutiques à Nantes et notamment aussi le Manoir Claudine à Sucé-sur-Erdre. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors avant de déguster du chocolat, on va évoquer ensemble notamment la thématique de l'expérience collaborateur et client. Quand j'ai échangé avec vous 3, a été tout de suite dit, voilà, pour avoir une expérience et réveiller l'enthousiasme de nos clients, il a fallu déjà qu'on réveille l'enthousiasme de nos collaborateurs. Et Jocelyne, je vais vers vous directement, parce que vous aviez déjà, depuis un certain temps, depuis 2 ans, l'envie d'accompagner vos collaborateurs en formation. Et ça a pu se concrétiser l'année dernière. Quelle formation vous leur avez proposée? C'est ça, on a proposé une formation du cabinet avec un grand C, qui est d'ailleurs, je pense, sur le salon aujourd'hui. L'idée, c'était effectivement, après X années, on a aujourd'hui des conseillers qui connaissent leur métier, qui connaissent leur technique, qui maîtrisent tout ça très bien. En revanche, ce qu'on souhaitait faire, c'était mettre en tous les cas l'humain et le conseiller au centre de la relation. Oublier un petit peu la technique et se remettre dans tout ça. Ça faisait suite aussi à une démarche globale de l'entreprise. Notre patron a pour l'habitude de dire on ne travaille pas la qualité de vie au travail, on travaille la QVTC, la qualité de vie tout court. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites dans l'entreprise depuis pas mal d'années. Alors, la qualité de vie au travail, tout le monde en parle. Hein. Après, ça n'engage que moi, mais il y a ceux qui le disent et il y a ceux qui le font. Bon, voilà, on essaye de le faire. Vous le faites, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on a mis en place un certain nombre de choses déjà en termes d'environnement, la semaine des 4 jours, les 20 semaines de congé maternité, paternité, etc. Et dans cette même dynamique, l'idée, c'était de dire comment notre collaborateur il peut être heureux d'avoir sa relation client.
Voilà, donc on cherchait une formation autour de l'humain, autour de partir de notre équipier, qu'est-ce qui peut lui donner plaisir, envie, etc., pour que justement son expérience et bien sûr l'expérience du client soit la meilleure. Et cette formation, de ce que j'ai compris, elle était tournée sur l'émotion, c'est-à-dire aussi que comment est-ce que l'émotion du collaborateur aussi peut lui servir en termes positifs pour sa relation avec le client. C'est ça, on a tous ce qui nous fait vibrer, on a tous ce qui nous fait peur, on a tous ce qui nous agace, etc. L'idée, c'était effectivement de partir de chacun d'entre eux, de ses émotions, de les comprendre, de les accepter, première chose. Et puis, après les avoir acceptées, c'est de se dire, OK, comment je peux réagir par rapport à ça, comment je peux reconnaître mes mécanismes de défense et pouvoir les gérer autrement, et comment je peux faire pour me concentrer sur mon client et sur moi en même temps pour qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà. L'idée de passer un bon moment. Vous avez fait la même démarche aussi, Laurence, à la Poste, en se disant que si finalement nos collaborateurs sont bien, probablement que nos clients seront bien aussi. Oui, en effet. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'adore la thématique de cette table ronde et je ne pouvais pas résister à l'idée de venir parce que c'est vraiment ce qui nous engage au quotidien et effectivement, c'est l'enthousiasme des collaborateurs. Donc ça passe aussi par beaucoup de mesures autour de la qualité de vie au travail, mais je voudrais parler plutôt d'autres actions complémentaires au service de l'expérience client. Et partager avec vous d'abord que tout ce qu'on travaille s'inscrit dans une transformation profonde de l'entreprise. Et en matière d'expérience client, on s'est fixé une ambition commune pour tout le monde, dans tout le groupe, qui est qu'on cherche, en fait, on a une ambition en termes de ressenti à chaque fois que vous êtes en interaction avec la Poste, que ce soit avec un facteur, un conseiller en patrimoine ou un chargé de clientèle par téléphone ou en bureau de poste. Les métiers sont extrêmement divers. Et on cherche à faire en sorte qu'à chaque fois, nos clients se sentent bienvenus, considérés, entre de bonnes mains et sereins. Donc, si on s'est fixé ces ambitions, c'est bien parce qu'on savait qu'on avait des progrès à faire là-dedans, que les clients nous attendaient sur ces sujets-là. Et pourquoi je dis ça ? Parce que quand on a une ambition commune, en fait, ça facilite le fait de faire confiance à nos collaborateurs et avoir de l'autonomie, créer de l'autonomie pour prendre les bonnes décisions en local, au plus proche des clients, pour avoir les postures adaptées et faire en sorte, parce que chacun de nous est différent et chacun de nos clients est différent, on a la France entière, avec des clients qui viennent parfois à titre personnel ou à titre professionnel. Vous en faites forcément partie, même à titre d'association. Enfin, on peut avoir plein de casquettes différentes dans la vie. Et donc, évidemment, la façon dont on doit agir pour que nos clients aient ces ressentis est forcément différente à chaque interaction en réalité. Et donc, comment ça se traduit concrètement ? Je vais donner 2 exemples. Dans le management de l'expérience client, on a mis en place des comités clients et en fait, ce sont les managers avec leurs équipes qui échangent sur ce que nous ont dit nos clients, soit dans la vraie vie, soit dans les réponses aux enquêtes de satisfaction, soit sur les avis Google, par exemple. Et en fait, c'est l'équipe qui décide des nouvelles actions qu'elle va mettre en place, qu'elle va changer dans les semaines qui viennent pour faire progresser la satisfaction des clients. Donc, vous voyez, c'est vraiment responsabilisant et basé sur l'autonomie de chaque équipe. Une autre illustration, moi, qui me tient beaucoup à cœur, ce sont les démarches collaboratives. En fait, on a une plateforme collaborative qui s'appelle Envie pour Ensemble vos idées. Toute l'entreprise est connectée, tous ceux qui sont en relation avec les clients, les managers, les filières support et le siège. Et en fait, tout le monde peut poster des idées, des bonnes pratiques, mais aussi des irritants sur tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience client, là aussi en phase avec notre transformation. Et ça permet, alors enfin, c'est vaste, hein, on a par exemple l'an dernier plus de 46 000 personnes qui se sont connectées. On a eu plus de 500 idées qui ont été soit remontées au siège pour de transformation en pratique, soit en partage de bonnes pratiques. Et ça permet là aussi d'avoir un engagement des collaborateurs dans la transformation de l'entreprise, dans l'expérience client. Et c'est source d'enthousiasme pour les collaborateurs aussi. Vous avez des exemples concrets justement d'actions qui ont pu être menées en autonomie par des collaborateurs ? Vous disiez, vous êtes partout en France, avec des métiers qui sont différents entre le postier et puis éventuellement le responsable clientèle banque. Quels sont les exemples concrets que vous avez pu voir s'illustrer un peu partout sur le territoire ? Mais parfois, c'est vraiment des choses hyper simples en réalité, vraiment très très simples. C'est juste de prendre conscience de ce qu'on fait, de ce que ça donne par ailleurs. Je vais revenir sur ces ressentis.
Et pour lancer la démarche, en fait, on a commencé par ce qu'on appelle des labs posture. Donc, chaque équipe a travaillé ressenti par ressenti en se disant comment on va faire pour changer la donne. Je vais prendre le premier, on veut que nos clients se sentent bienvenus. Ben, le fait qu'ils se sentent bienvenus, en fait, ça peut être des choses extrêmement diverses. Certains ont choisi d'appeler les clients par leur nom. Certains ont décidé de faire une aide d'honneur à l'ouverture du bureau de poste. À chaque fois qu'on ouvre les portes, toute l'équipe est à l'entrée pour accueillir les clients. Mais d'autres aussi ont pris conscience, par exemple, on dit, bah oui, c'est vrai que des fois, on est à 2, à 3 à discuter dans l'espace où vous venez, dans le bureau de poste, et ça, c'est mal perçu par les clients. Et en fait, c'est de dire, bah, si quelqu'un s'en rend compte, hop, il passe à côté, puis il y a un petit signe de reconnaissance pour dire attention discrètement et que chacun fasse attention. Donc, c'est vraiment un autre exemple. On a des conseillers bancaires qui sont dans un espace un peu à part, à l'étage en fait, et les clients sonnent pour venir, et ben, parfois personne ne se levait. Et donc là, ils ont décidé de dire, bah non, mais ça va pas, et en fait maintenant ils font la course, et c'est au premier qui a répondu qui a gagné. Donc vraiment, c'est pas forcément des choses compliquées, ça peut être des choses très très simples, mais qui changent la donne. Alors Vincent, je suppose qu'il n'y a pas forcément de aide d'honneur pour vos clients quand ils arrivent dans la chocolaterie. Non, non, non. Effectivement, ce que dit Laurent, c'est intéressant de pouvoir permettre une différenciation parce que vous avez effectivement une quantité de bureaux postes absolument incroyable en France. Vous avez 6 boutiques. Je suppose que vous, par contre, l'expérience client, elle doit être la même, quel que soit le client et quelle que soit la boutique dans laquelle arrive Oui, le client. oui, c'est ça. On travaille également sur cette partie expérience client. Donc, aussi par le biais de formation, comme ça a été dit ici. Donc, nous, bien sûr, on a un volet important, c'est la formation technique. Pourquoi? Parce que quand vous venez dans une chocolaterie, vous avez envie d'être conseillé par un pro. Et donc, quelqu'un doit connaître une bonne partie des choses déjà qui composent les produits, qui vont changer souvent, mais aussi cette expérience par rapport au bien-être. Hein. Et donc, comme je rejoins également, si le personnel est dans un bon esprit et travaille dans des bonnes conditions, fatalement, ça va, on va dire, se ressentir auprès du client. Donc, nous également, on fait des formations aussi de ressenti client par rapport à voilà, quelqu'un qui vient. Est-ce qu'il va avoir envie d'être conseillé, très conseillé, pas trop? Est-ce qu'il faut aller très loin? Est-ce qu'il veut être reconnu? Ou il faut rester... voilà. Et c'est ce ressenti qui est toujours difficile, hein, parce qu'on reste tous des humains. Et aussi, dans un autre sens, de ne pas prendre vraiment pour soi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Vous êtes là pour l'entreprise. Et quand il y a un problème, c'est à l'entreprise qu'on évoque le problème, et ne le prenez pas pour vous. Parce que si on le prend directement pour soi, fatalement, on va rentrer dans des émotions, quelque chose d'émotif qui va... voilà, on a du mal à ressentir, et puis chaque personne va les exprimer différemment. Donc en fait, nous, on leur apprend vraiment à ressentir le client. Il y a un problème, en fonction de la typologie de client qu'on a en face, eh bien, comment on va pouvoir le traiter. Et puis, après, bien sûr, c'est aussi... voilà, des petites choses, en fait. Je dis toujours, la relation client, c'est aussi de trouver la petite faille qui fait que votre client va tout de suite, va peut-être être fermé au départ et va pouvoir avoir plutôt le sourire. Alors nous, on a un avantage, contrairement à vous, c'est qu'on vend du plaisir. Et donc, on a des chocolats. Donc déjà, le fait de toujours proposer un petit chocolat ou quelque chose comme ça à déguster, tout de suite, ça va détendre un petit peu l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un avantage chez nous, et c'est quand même quelque chose de pratique. Oui, parce qu'évidemment, là, on parle du client qui est enthousiaste. Parfois, il ne l'est pas toujours. Ce que vous disiez, Vincent, c'est que il faut réussir aussi à permettre de gérer en temps réel. Enfin, c'est la problématique que vous avez évidemment tous les trois. Le client qui, pour le coup, n'a pas être enthousiaste, c'est comment réussir à le faire devenir joyeux et enthousiaste dans votre boutique. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est de détourner une mauvaise expérience de départ en une bonne expérience. Donc, c'est tout un cheminement qui est pas toujours facile. Donc, et puis après, moi, j'en prends également ma partie, en fait, hein, quand il y a un vrai problème, parce que ça peut arriver, hein, quelqu'un qui n'a pas eu le gâteau qu'il souhaitait, comme il le souhaitait, ou tout un tas de choses, eh bien, j'appelle directement. J'ai même des fois, ça m'est arrivé de dire aux gens, écoutez, je vous invite à prendre un café. On voit ça au laboratoire. Alors, c'est sûr que nous, on a beaucoup moins de... Vous avez du mal à prendre le café avec tout le monde. Et moi, c'est assez rare, donc ça va aussi. Mais c'est vrai que j'ai réussi, des fois, à faire vraiment changer le point de vue, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière, du travail humain. Et c'est ça qu'il faut faire ressentir. Hein.
Nous, on n'est pas une multinationale, voilà, on fabrique des choses très manuelles avec des gens qui, eux aussi, ont leurs problèmes perso. Donc le matin, ils sont un coup mieux que d'autres. Et donc, il faut vraiment ressentir tout ça et surtout montrer que voilà, s'il y a eu un problème, c'est pas sciemment, c'est pas conscient. Donc, il faut à nous d'éviter ces problèmes, mais aussi d'accompagner tout ça. Alors, Laurence, on évoquait justement l'expérience client, comment vous avez pu accompagner vos collaborateurs pour qu'eux se sentent mieux et que le client se sente mieux. Vous avez quand même une vraie problématique à la Poste, c'est que votre métier de base, qui est le courrier, il n'y en a plus. Donc forcément, ça complique un petit peu le développement d'une entreprise et d'un groupe comme le vôtre. Il a donc fallu aussi se réinventer, proposer d'autres services aux clients et qui sont multiples. Vous avez ça va on parlait tout à l'heure de la banque postale, ça va de la banque aux cabines d'essayage, je crois maintenant dans les différents bureaux de poste. Donc comment vous avez réussi aussi à vous réinventer pour pouvoir permettre d'avoir une nouvelle expérience, pour le coup, la client, auprès de vos clients habituels? En fait, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire que pour se réinventer, pour réussir à lancer des nouvelles activités, la qualité de l'expérience client est vraiment un prérequis. Je vais vous donner 2 exemples un peu anciens, qui étaient le lancement de la Poste Mobile. La Poste Mobile, aujourd'hui, c'est le 5e opérateur en France, plus de 2 millions de clients, 2,3 millions. Je peux vous dire que quand on l'a lancé, personne ne pariait un copec sur nous. Non, mais bien sûr, des postiers qui vont vendre de la téléphonie mobile, on nous riait au nez. Et en fait, on a réussi. Alors là, pour le coup, il a fallu un plan de formation et innover en modalité de formation pour réussir à former tous les collaborateurs rapidement. C'était pas si simple, mais pari réussi. Et donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple plus récent, et c'est en fait complètement fou. On est la Poste et pourtant, sur le colis, on doit reconquérir des clients. On a un concurrent que vous connaissez tous qui est Mondial Relais. Et donc, il faut en fait que, notamment dans le EC2C, donc la vente via les plateformes, que les clients de nouveau choisissent la Poste aussi comme point de retrait. C'est-à-dire, bien sûr, on livre à domicile, mais on a le choix de retirer également en bureau de poste. Et ben, on doit apporter des preuves. Et on a besoin d'apporter ces preuves pour que, à nouveau, les clients choisissent la Poste. Et je peux vous dire que quand ils le font, on a des super NPS et qui sont très très contents de venir chez nous parce qu'on a réussi à avoir une qualité d'accueil au top et que les colis sont en sécurité, enfin pour des tas de raisons qui font que, et parce que contrairement à ce qu'on croit, et on peut d'ailleurs y venir, on travaille énormément par exemple sur l'attente. Enfin, il faut aussi travailler sur l'image qu'on a parfois de la Poste. Je voudrais juste enchaîner sur un point, par exemple, qu'est-ce qu'on fait aussi pour réveiller l'enthousiasme des clients. En fait, c'est de réussir à résoudre enfin ce sur quoi on nous attend depuis longtemps et finalement avoir un meilleur service que ce à quoi les clients s'attendent. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir des témoignages de clients en disant « Oh là là, j'ai vu du monde, je me suis dit que j'allais en avoir pour une demi-heure, que j'allais être en retard à mon rendez-vous après et en fait, je suis ressortie 5 minutes après, c'était réglé ». En fait, cet effet-là, on le fait parce qu'on travaille très très largement. C'est le fait d'accueillir nos clients dès l'entrée dans le bureau et pas derrière un îlot, parce que justement, on a une telle variété de services. Et les clients ne sont pas si habitués, en fait, on ne va pas si souvent en réalité à la Poste. Donc quand on n'est pas habitué, on ne sait pas trop où aller. Et donc cet accueil à l'entrée est absolument fondamental. On déploie également, là, depuis octobre, on a 1000 bureaux de poste ou la Poste Pro, où on offre un accueil aux pros en moins de 5 minutes dans un espace dédié aux pros. Et puis également, depuis fin d'année dernière, dans nos plus grands bureaux, on met en place la prise de rendez-vous avec un chargé de clientèle. Donc si vous allez sur le site La Poste, vous choisissez votre bureau de poste, alors c'est dans les grands bureaux, et vous pouvez prendre rendez-vous avec un chargé de clientèle et vous êtes assuré de ne pas attendre. Il a donc fallu, alors c'était, je pense, toutes les personnes qui sont là, un fait, qui était effectivement une durée d'attente qui pouvait parfois être un petit peu longue quand on avait à déposer un colis à la Poste. Donc à la fois, vous avez su gérer cet aspect factuel et en même temps pouvoir du coup lutter contre cette idée reçue qui de toute façon dit bon, je vais pas y aller parce que ça va être compliqué. C'était difficile justement à mettre en place, à pouvoir mettre en place ces nouveaux process. Vous disiez une personne quand je rentre à la Poste qui va pouvoir me guider vers le bon service. Ah oui, c'est un vrai travail de grande haleine parce que ça paraît simple comme ça, mais ça l'est pas du tout. Aussi parce qu'en fait, la gestion du temps doit être vraiment différente d'un client à l'autre. Si je viens pour déposer un colis Vinted, par exemple, je veux que ce soit immédiat.
Par contre, si je viens pour passer le code de la route, on parlait de la diversification, on peut passer le code de la route à la poste. Là, je veux être serein, être pris en charge, qu'on ne me stresse pas avant de passer mon épreuve. Ou encore, si je ne suis pas habituée avec les services digitaux, je suis content qu'on passe du temps pour montrer comment fonctionne l'app de la Poste ou de la Banque Postale, par exemple. Donc vraiment, les besoins sont très très différents. Ou pour un abonnement à une box, par exemple, il faut du temps. Donc il faut être capable de gérer du temps court et du temps long. D'utiliser les automates, mais à bon escient aussi, parce qu'il y a des clients pour qui c'est pas adapté, pour d'autres c'est parfait et au contraire c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, on a vraiment besoin de cette différenciation et donc on accompagne les équipes et on donne de la méthode et de la professionnalisation pour organiser un accueil différencié et un service qui soit adapté aux besoins de chacun. Mais c'est pas simple. Jocelyne, alors est-ce que c'est plus simple chez LDLC? Vincent disait tout à l'heure, moi je vends du plaisir en vendant du chocolat. Un de vos collaborateurs m'a dit, mais chez nous aussi, LDLC, on vend du plaisir parce qu'on vend des télévisions, des téléphones, ça fait rêver tout le monde, hein, entre guillemets, c'est un achat aussi d'envie. Vous avez travaillé aussi, votre client, vous ne le voyez pas, chez Matériel.net, il y a forcément une distanciation, et vous avez travaillé aussi sur les différents outils que vous pouviez proposer, évidemment le téléphone, le chatbot, mais vous êtes allé plus loin pour pouvoir proposer un service plus différencié, entre guillemets, en fonction des besoins des clients. C'est ça. Alors, juste, effectivement, on est à distance dans notre service, mais on a aussi nos magasins. Donc, on a ces différentes possibilités d'agir auprès de notre client. Mais effectivement, on travaille un petit peu sur différentes manières. Donc, oui, on dit qu'on a de la chance aussi parce qu'on vend du plaisir. Donc, les clients sont enthousiastes quand ils nous appellent. Alors, quand il y a des petites pannes, des choses comme ça, effectivement, ils ont aussi besoin qu'on les aide à réveiller, à régler tout ça. Mais effectivement, on va essayer avec nos clients de pouvoir, on parlait de les surprendre par des activités un petit peu particulières, etc. Mais effectivement, on va essayer de leur amener quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. Les outils, on va dire qu'on va les utiliser au meilleur escient. Un client va nous joindre, par exemple, par mail pour une problématique de panne, etc. C'est un peu compliqué, on va lui dire attendez, est-ce que vous voulez pas plutôt qu'on s'appelle, ou à quel moment est-ce qu'on peut vous rappeler, ça serait peut-être plus simple, etc. Des choses relativement simples effectivement, mais pour offrir la meilleure solution. Ça va être aussi, justement, donc on vend des PC. Alors s'il y a des gamers dans la salle, ils savent qu'on a de plus en plus de grosses cartes graphiques, etc. On sait qu'aujourd'hui, les fabricants n'ont pas fait en sorte encore de trouver la solution qui fasse que quand notre PC va voyager, il n'y a aucun risque que cette carte graphique vienne abîmer l'intérieur du PC. En réalité, on s'est dit, on aimerait bien proposer à nos clients le service de pouvoir enlever cette carte graphique de nos PC pour pouvoir potentiellement la livrer à part et la monter à part. Encore faut-il que ça l'expliquer à notre client, encore faut-il s'assurer qu'il puisse faire cette action, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a proposé cette année, donc suite aussi à des idées une boîte à idées qu'il y a sur le réseau social. C'est sorti comme une idée, on s'est dit oui, c'est vraiment une idée. Donc voilà, par exemple, là, on s'est dit maintenant, un client qui va nous commander un PC spécifique avec une carte graphique qui est un petit peu costaud, on va lui passer un coup de fil et puis on va lui dire voilà, on aimerait échanger avec vous. Si on l'a tout de suite, on lui explique, sinon on lui propose. Et puis voilà, et puis selon les clients, effectivement, ils vont dire ah oui, carrément, bonne idée, parce que effectivement, les clients qui achètent des PC avec des grosses cartes graphiques sont souvent des personnes qui connaissent tout ça et qui peuvent le monter. Voilà, on va apporter ce genre de service. On a mis en place aussi des rendez-vous personnalisés pour aider à faire le PC de rêve de nos clients. Donc, et ça, c'est des nouveaux services qu'on a proposés cette année en se disant, oui, on peut aussi, il y a des choses qui vont bien, mais on peut toujours se réinventer, on peut toujours aller chercher autre chose, on peut toujours réveiller notre client avec une nouvelle idée. Et puis finalement, voilà, ce sont ce genre d'exemples qu'on va pouvoir mettre en place au quotidien, en fonction des idées des uns et des autres. Il y a, je crois aussi, je me suis peut-être trompée, le Speaky Link, c'est ça, qui permet de pouvoir aussi, par un lien que vous envoyez à vos clients, de pouvoir être... On est ses yeux, vous me disiez, et notamment quand il y a éventuellement réception d'un colis, pas de la poste évidemment, mais imaginons un colis qui arrive et qui serait abîmé, de pouvoir justement voir en direct avec le client sans forcément dire je prends une photo, je vous l'envoie. C'est ça aussi. C'est ça, cet outil de la société CID que Lydie a cité tout à l'heure permet effectivement, alors on va l'utiliser avec un client qui a envie. Là aussi, il faut s'adapter à notre client. Peut-être que certains clients n'ont pas forcément envie de ça, mais on va proposer soit d'envoyer un lien pour pouvoir effectivement voir ce que le client voit, par exemple, sur son ordinateur, ou
ou fonctionner avec la webcam de son téléphone. Donc, bien sûr qu'au départ, on pense avant tout à qu'est-ce qui se passe sur mon PC, je ne comprends pas ce qui se passe quand j'allume, etc. Ça, mais oui, aussi simplement qu'une problématique de transport quand ça arrive, écoutez, plutôt que de vous embêter à nous envoyer tout ça, on vous envoie le lien, vous nous montrez votre colis, ça prend une photo, ça l'envoie, voilà, ça simplifie les choses. Et effectivement, ce genre de choses est souvent accueilli avec enthousiasme de la part de nos clients parce que c'est un peu étonnant, en fait. Et ce n'est pas forcément souvent proposé. Ça lui simplifie le boulot. Encore une fois, on ne va pas le faire avec tout le monde, on ne va pas le faire sur chaque cas, mais quand c'est adapté, il y a une vraie différence. Oui. Oui, ce que vous dites, votre maître mot, c'est simplifier la vie du client. C'est vraiment ce qui vous amène à créer ces différents outils pour innover, pour pouvoir lui permettre d'avoir une expérience la plus fluide possible. C'est ça, exactement. Alors Vincent, évidemment, pour vous, il n'y a pas de chatbot ni quoi que ce soit, mais il y a quand même justement ce plaisir client et il faut toujours se réinventer, innover pareil, parce que des artisans chocolatiers, il y en a, je suppose, plus qu'un seul à Nantes, et ça passe justement par aussi innover, se réinventer à chaque fois pour que les clients aient toujours cette surprise, se sentent surpris quand ils rentrent dans vos boutiques. Oui, c'est ça. Nous, en fait, l'ADN de l'entreprise, c'était l'innovation permanente. Hein. Donc, on a fatalement, tout au long de l'année, des périodes différentes, donc où il faut se renouveler. Hein. Vous n'avez pas spécialement envie de manger la même bûche que l'année dernière, même si des fois, vous n'y pensez plus, mais en fait, des fois, ça marque. Donc sur cette partie-là, voilà, mais ça, j'ai envie de dire, c'est l'ADN. Et puis, nos équipes, justement, sont formées pour ça et ont envie de ça. En fait, il y a même des fois, je leur dis, mais tiens, on pourrait refaire. Ah ouais, non, mais on l'a déjà fait il y a 2 ans. On va essayer de changer. Donc, ça fait partie de notre ADN. Après, au niveau de l'expérience client en boutique, on a, nous, depuis quelques années, travaillé avec un retour de nos vendeurs par rapport à la commande. En fait, on a beaucoup travaillé depuis longtemps sur la commande, la façon de commander. Donc aujourd'hui, on peut commander en boutique, on peut commander en ligne, on peut commander par téléphone. Et le problème était sur la partie boutique. 1, pour passer une commande en boutique, et 2, pour venir la récupérer. En fait, jusqu'ici, c'était beaucoup de clients venaient avec une commande et faisaient la queue comme tout le monde et tout d'un coup arrivaient pour la commande. Et c'était un petit peu compliqué. Donc, on s'est dit comment pouvoir détecter cette partie-là. Et donc, dans toutes nos boutiques, on a créé des espaces commandes dédiés. Ça veut dire qu'ils sont vraiment bien identifiés. Ça veut dire que, de façon, la personne qui vient passer une commande a envie aussi d'avoir un côté un peu tranquille, parce que vous avez la commande de l'anniversaire, la commande de tout un tas de choses, et vous n'avez pas envie de sentir une pression trop forte derrière en disant « Tiens, il faut que je me dépêche parce que je ne sais pas toujours ce que je veux ». Donc, dans cet espace dédié, il est vraiment différencié de la partie caisse, où souvent, c'est là qu'on passait les commandes. Et puis, la partie aussi, je viens chercher ma commande, parce que des fois, je viens chercher ma commande et je veux prendre autre chose, mais souvent, c'est juste, la commande est déjà réglée, j'ai passé ma commande par Internet, ça s'est fait rapidement, et je veux pas... voilà. Donc, en fait, les personnes se dirigent directement vers cet espace dédié, et chaque conseiller de vente, quand il voit quelqu'un qui est là, dès qu'il a fini sa vente ou avant de reprendre une autre vente, va directement s'occuper de ce client. Et donc, ça donne vraiment un avantage pour la commande aussi, donc ce qui est plutôt bon pour tout le monde, parce que j'entendais tout à l'heure gérer le flux. Alors nous, on a des difficultés, c'est les périodes de la semaine et les périodes de l'année. Hein. Vous savez tous que le samedi, c'est toujours un peu plus compliqué que le mardi. Et puis le 24 décembre, c'est aussi beaucoup plus compliqué que le 14 juillet. Donc à nous de vraiment fluidifier ça. Et donc nous, on travaille beaucoup, notamment pour Noël, sur cette partie commande. Un 24 décembre, c'est à peu près 4500 commandes réparties sur 4 points de vente. Donc une commande peut comporter tout un tas de produits avec des endroits qui sont de moins, si vous prenez une glace, à des chocolats. Donc en fait, il faut essayer d'avoir un automatisme, que tout le monde ait ses produits, que quand vous veniez le chercher, ce soit le plus rapide possible. Et nous, on se donne un challenge, c'est maximum aux heures vraiment de pointe, se dire si j'ai attendu moins de 10 minutes, c'est déjà pas mal. Et on arrive souvent à être beaucoup moins. Et donc les gens en fait nous font le retour en disant c'est une bonne organisation, j'ai pas attendu. Surtout que souvent vous avez une file spécifique pour les gens qui n'ont pas commandé, et la file commande. Et donc les gens se disent tiens, l'année prochaine je vais peut-être aussi commander. Et vous avez aussi, vous allez même aller plus loin. Vous me disiez dans quelques semaines, vous allez sortir un nouveau site avec la possibilité, vous m'expliquez qu'en fait on peut aujourd'hui commander
sa bûche, par exemple, pour Noël. Et puis, si j'ai envie d'offrir des chocolats à Jocelyne, par exemple, j'étais obligée de faire 2 fois la même démarche. Vous avez aussi travaillé, innové là-dessus pour proposer dans quelques semaines possibilité de faire les deux en même temps. Voilà, c'est vrai que nous, la vente Internet, aujourd'hui, on parlait de 6 boutiques, c'est une 7e boutique. Parce qu'on a commencé la vente Internet en 2009, donc on était assez précurseurs dans notre métier. Les sites évoluent, bien sûr, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà fait évoluer au moment du Covid, en fait. Avant, il fallait, vous commandiez, vous aviez 48 heures de délai. Ce qui était pour une organisation pour nous. Et puis avec le Covid, les ventes en ligne ont vraiment évolué. Donc on s'est mis à, vous pouvez aujourd'hui commander là cet après-midi pour demain matin. Et donc ça a été aussi une organisation chez nous, parce que comme je le disais, il y a des produits frais tous les jours, donc il faut avoir voilà, le bon tunnel pour que tout arrive le matin et que ça puisse être fait. Et puis cette vraie expérience aussi, on a vraiment travaillé aussi avec nos collaborateurs, avec des retours en leur disant, voilà, essayez d'aller voir, vous, sur d'autres sites, ce qui se fait, pas spécialement dans la pâtisserie, justement, pour essayer de trouver une expérience. Et le retour qu'on avait de plus en plus, c'était ça, c'était de se dire, tiens, là, on est au début décembre, je commande un gâteau pour dimanche, mais aussi, en même temps, j'aimerais bien commander ma bûche, que ce serait fait. Et donc, en fait, on avait aujourd'hui encore, fallait faire 2 commandes, c'est-à-dire qu'il faut aller 2 fois sortir sa carte, 2 fois faire, voilà. Plus une partie également aussi, aujourd'hui, on sait que les commandes se font de plus en plus via smartphone, donc pouvoir mettre l'Apple Pay pour que ce soit plus pratique. Et donc, tout ça, c'est un travail que l'on a fait, qui va sortir là bientôt. Donc, vous allez pouvoir commander pour n'importe quelle date, avec aussi différents canaux de nous chez nous. C'est soit vous faites du click and collect, soit on vous livre via un livreur, soit un colis également par la poste ou autre. Chronofresh. Voilà, c'est ça. On travaille avec Chronofresh. Donc, tout ça, ça demande, en fait, ça met une multitude de. Vous pouvez retirer dans l'une des boutiques à n'importe quelle période, vous faire livrer, envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui est assez compliqué à mettre en place. Et donc là, c'est vraiment une partie d'expérience client Internet qui me paraît, moi, importante, de pouvoir, en fait, être le moins possible confronté à tout ce qu'on n'aime pas spécialement faire par Internet. Hein. On aime bien commander et tout ça. Après, quand il faut à chaque fois sortir sa carte, attendre, être relié sur le site de la banque, enfin, tout ça fait un frein, on va dire, à l'expérience. Donc, le but est de travailler là-dessus. Et ce qui est assez impressionnant, parce que vous avez créé votre première boutique, vous étiez jeune, vous êtes entre guillemets artisan chocolatier, et là on voit clairement que vous êtes aligné avec les pratiques de Jocelyne et Laurence sur ces thématiques-là. Vous êtes devenu très largement entrepreneur en prenant en considération pas simplement faire du chocolat, quoi. Non, moi je me suis installé, j'avais 22 ans, j'ai fait une création, donc c'était, voilà, j'ai acheté un petit pas de porte et puis on a commencé. Et donc moi, mon métier, c'est chocolatier. J'ai fait des études de chocolaterie et après, il a fallu apprendre des études de management sur le tas et puis apprendre aussi toute cette expérience hein, aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est pour tout chef d'entreprise, il faut avoir vraiment des compétences on va dire global, hein, que ce soit sur l'organisation, bien sûr, sur la façon de manager les gens, sur la façon de gérer son entreprise, et puis notamment de plus en plus sur cette expérience client, car le client en fait devient de plus en plus pointu dans tout un tas de domaines, et donc a une attente, et plus on monte un petit peu la barre de ce qu'on veut proposer, et bien plus on touche aussi une clientèle qui a une attente, une vraie attente, et donc à nous de répondre à cette attente. Alors justement, pour répondre à cette attente, Jocelyne, on l'évoquera avec Vincent et Laurence aussi. Cette attente, elle a changé, évidemment. Vous avez commencé, j'étais il y a 10 ans dans le groupe. Entre le client de 2014 et de 2024, c'est complètement différent. Et cette envie aussi d'être... on a compris, vous vouliez simplifier la vie du client, mais aussi être transparent. Vous me disiez que, en fait, on laisse le choix. Avant, on avait tendance à guider le client en disant voilà, vous faites comme ça. Et qu'en fait, non, le client il a aussi envie de mieux comprendre la manière dont on travaille et donc de lui laisser le choix. C'est ça, on parle beaucoup effectivement en relation client d'écoute active, d'empathie, de se mettre à la place du client, etc. Mais on a aussi des process. Voilà, il y a telle problématique, il y a telle solution. Donc, ok, on peut essayer de réfléchir à ce qui nous semble être la solution la meilleure pour le client, mais on n'est pas à sa place. Donc en fait, dans notre logique là aussi aujourd'hui, c'est d'une part de s'assurer. Alors,
Notre leitmotiv, c'est enchanter notre client par une expérience unique, engagée et humaine. Et en fait, à travers ça, il y a des notions de proposer des choses qui fassent qu'on on se serve de la compétence de nos clients, parce que certes, nos techniciens ont de la compétence, mais nos clients en ont aussi. Donc, leur donner un choix sur ce qu'ils peuvent faire avec toutes les solutions qu'on va pouvoir leur proposer, bah effectivement, le client, en plus, va se sentir valorisé. OK, on ne m'impose pas, on me donne le choix. Donc, effectivement, qu'est-ce que j'ai envie de choisir, etc. Et donc, je sais pas, si on prend un exemple, je reviens sur cette problématique de panne, puisque effectivement, là, pour le coup, c'est très important de pouvoir fidéliser aussi un client et lui montrer ce qu'on est capable de faire quand il a un problème. Bah, effectivement, au départ, on a des pannes, on a des accords avec nos fournisseurs qui vont réparer des produits, etc. Aujourd'hui, en fait, on donne carrément une autre solution. On donne X solutions, c'est-à-dire qu'on dit, alors la première chose, nous, ce qui nous semblait être le mieux au départ, c'était de dire, ben, on va remplacer le produit. Comme ça, le client n'attendra pas. Donc, c'est ce qu'on lui propose toujours en premier, mais on lui dit, par contre, vous voulez garder votre produit parce que, j'en sais rien, c'est un smartphone ou c'est un téléphone, un ordinateur portable, vous avez des données dedans, vous n'avez pas envie, etc., vous voulez qu'on vous le répare, on va vous le réparer. Après, on va être transparent, en effet, sur les délais que ça va impacter, etc. Donc, on peut vous l'échanger contre un autre produit, on peut effectivement vous le réparer, ou on peut vous rembourser le produit ou vous faire un avoir pour racheter autre chose. Et on peut aussi vous conseiller sur comment le remplacer, etc. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on essaye d'appliquer cette notion de choix dans la plupart des cas. Et en fait, ça peut étonner notre client, mais en tous les cas, ça le rend aussi acteur de la solution. Voilà. Donc, Est-ce que du coup, à la Poste, on essaye aussi de faire en sorte que le client il soit acteur de la solution, d'être justement, en parlant en transparence, en confiance. Alors c'est vrai que vous êtes un métier de proximité. Forcément, la Poste, le postier, on a confiance en un postier en fait. C'est déjà un grand travail que vous avez par rapport à d'autres. Oui, la confiance, pour le coup, c'est vraiment notre signature. Le fait qu'on soit aussi une entreprise à mission, avec un certain nombre de missions de service public, le fait qu'il y ait des prestations de serment, ça joue énormément sur la confiance. Après, on a aussi beaucoup de progrès à faire, et je voudrais rebondir sur la question de la transparence et le choix des clients. Alors pour le coup, le choix, il y en a, parfois il y en a même trop, et donc c'est parfois en fait un millefeuille de solutions qui sont venues au fil du temps, et on a cherché à répondre à tous les besoins, mais alors des fois ça crée vraiment de la complexité, y compris pour nos collaborateurs. Donc en fait, on donne le choix, mais presque trop. Enfin, c'est pas trop de choix, mais c'est pas si simple. En fait, on a vraiment un sujet de complexité, donc on a un enjeu de simplifier le choix pour nos clients et pour nos collaborateurs. Et puis sur la transparence, en fait, là aussi, j'ai envie de dire presque. Alors, c'est pas trop de transparence, on n'est jamais trop transparent, c'est pas le sujet, mais transparence au sens de parfois on explique aux clients la complexité de nos organisations. C'est pas son sujet. Et on dit, bah oui, mais c'est pas nous, c'est toujours l'autre. En vrai, c'est pas le sujet du client, et donc on travaille vraiment ardemment pour prendre les lunettes du client et regarder, vue du client, comment en fait, son parcours traverse nos organisations, et au contraire avoir un travail collectif, inter-organisation au sein de notre entreprise pour aller vers beaucoup plus de simplicité et de fluidité, mais même là aussi en posture, hein, et de vraiment prendre en charge tout de suite le client et de prendre à notre charge la complexité de l'entreprise et pas la reporter sur les épaules du client. Je voudrais apporter un troisième éclairage sur le sujet de la confiance, qui est vraiment une nouvelle attente des clients très très forte, qui est celle de la RSE. Et là aussi, je pense que dans le choix, on a vraiment un vrai enjeu à donner, à éclairer le client sur l'impact RSE en fait de ces choix. Et c'est vraiment une attente de leur part. Et c'est pour ça que la Banque Postale est aujourd'hui la première banque au monde en matière de RSE. Les investissements sont 100% ISR. On a des crédits impact, enfin on a une gamme en fait qui joue vraiment énormément là-dessus. On a mis en place aussi des scores écologiques. Vous pouvez calculer sur l'app La Poste l'impact écologique de vos envois, par exemple, ou de vos réceptions. Donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on met en place en termes de transparence et de choix aux clients. Alors, transparence, c'est le cœur, je dirais, d'un métier quand on est artisan chocolatier, puisque ça fait partie des métiers entre guillemets manuels, et ça a mis du temps d'ailleurs à ces métiers. Donc je pense que pour vous, c'est
bénéfique, qui est enfin une transparence sur ce que vous proposez, et avec aussi une complexité, parce que vous revenez du Japon, vous étiez encore il y a quelques jours au Japon, vous avez une boutique à Nagoya de biscuiterie, et vous me dites, ben, moi, là, c'est le rush, entre guillemets, au Japon, parce que c'est le 14 février, n'oubliez pas, c'est demain. Et c'est évidemment une grosse période pour vous, et avec des attentes, pour le coup, quand on parle de RSE, totalement différentes entre le client japonais et le client français. Oui, c'est nous, la partie transparence et RSE, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début, avant que la RSE n'existe, notamment au niveau du produit. En fait, pour moi, que le client qui vient chez nous ait une totale confiance sur le produit qu'on va utiliser, que ce soit un bon produit, qu'on n'utilise pas des poudres et des produits chimiques à tout va, et tout un tas de choses, ça me paraît être un prérequis. Et donc, j'ai toujours travaillé dans ce sens. Et jusqu'à aller chercher la fève de cacao à la source, mais en me déplaçant sur place pour voir les planteurs, pour voir comment ils travaillent, comment ils sont considérés aussi, hein, parce que faire du chocolat L'impact jusqu'ici, social aussi voilà, sur place. l'impact social est important, hein. On sait que c'est un métier, une filière pardon, qui est assez compliquée. Donc de voir aussi que fatalement, ils vivent quand même dans des conditions qui vont être le plus raisonnable possible. Donc ça fait partie pour moi d'un ADN. Après, nous, on a beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur l'emballage. Mais l'emballage et la partie de fabrication, en fait, nous, on était des gros utilisateurs de plastique, hein. Toutes les boîtes avaient un blister, et puis en fabrication, on avait des choses en plastique, et puis voilà. Et donc, on a repensé toute notre façon de travailler également, de se dire, voilà, en fait, plutôt que de mettre les chocolats une fois finis dans une boîte plastique qui va être thermoscellée, qui va être ouverte peut-être dans 3 jours et que cette boîte plastique va être jetée, et bien de travailler avec du plateau recyclable qui est remis en service continuellement. Mais tout ça, ça paraît très simple, mais en fait, quand on a différents services entre la partie production même, la partie conditionnement et la partie boutique, et bien ça demande tout un tas de choses pour faire le retour en fait, des colis, le retour des plateaux et tout ça. Et donc, nous, on a travaillé là-dessus, également au niveau du packaging final, hein, pour le client. Donc maintenant, on n'a plus de blister, on a des choses soit en papier recyclé, soit en carton, voilà. Il a fallu faire attention aussi à l'expédition, parce que nous, on expédie aussi pas mal de chocolat. Donc, il faut que ça arrive dans les bonnes conditions aussi chez le client. Donc, tout ça fait partie de notre métier. Et donc, pour faire le parallèle avec le Japon, on s'aperçoit par contre que eux, l'attente n'est pas du tout sur le même. Le packaging là-bas a une importance extrême. On va dire qu'ils seront prêts à payer 2 fois le prix pour le packaging pour 1 fois le prix du produit dedans. Parce que culturellement, pour eux, c'est vraiment leur attente, hein. Il faut un emballage, un suremballage. Enfin, je vois dans les grands magasins, ils prennent 4 boîtes de chocolat, ils ont 4 sacs mis dans un autre sac. Et là, moi, j'hallucine, je me dis, mais. Et quand je leur dis, ils me disent, ah non, mais c'est comme ça, il faut surtout pas changer, parce que chaque personne doit avoir un sac. Bon, c'est sûr que c'est des attentes différentes. Alors après, on se dit, c'est vrai qu'on est dans un monde avec des vitesses qui vont être différentes. Et donc, le problème de l'écologie va être quelque chose qui ne va pas être facile à régler comme ça. Et puis de la même façon, on parlait tout à l'heure de l'expérience de l'attente, où nous, on essaye au maximum de limiter cette attente. Et en fait, eux, ils essayent au maximum de l'augmenter. C'est assez impressionnant, mais moi, je vois des gens qui attendent pendant une demi-heure on va dire parquet, hein, parce que c'est vraiment le terme, pour aller chercher leur boîte de chocolat, et puis quand on est là, se la faire signer et prendre une photo. Et ils arrivent au bout de cette demi-heure où ils ont payé à peu près les chocolats 5 fois le prix qu'on va les acheter ici. Et ils sont heureux, ils ont la banane, et quand vous leur faites une signature et une photo, ils vont être, c'est comme si ils avaient vu le pape. Donc c'est assez. C'est donc le pape du chocolat japonais. Non, du tout, parce que c'est pas que moi. Mais je veux dire, voilà. Et c'est en fait des expériences qui sont assez différentes. Et c'est vrai que c'est. Moi, quand je vois la queue comme ça qui s'affiche, je me dis, mais ils vont pas attendre. Et, si, c'est bien, c'est normal, c'est comme ça. Bon, donc c'est vraiment des expériences différentes. Et comme quoi, l'expérience client peut être différente d'un continent à un autre aussi. Et vous disiez quand même, pour positiver un petit peu le côté japonais, que comme effectivement le prix du chocolat est beaucoup plus cher, ça vous avait aussi amené une autre exigence aussi par rapport à votre clientèle française, que cette exigence que vous êtes obligé d'avoir quand c'est un produit de luxe, si on peut le dire comme ça, de fait, vous avez aussi amené cette exigence
en France. Ah oui, oui, et les chocolats qu'on envoie d'ici au Japon sont triés chez nous et sont retriés là-bas sur place, mais la moindre imperfection ne va pas passer. Donc ça nous demande aussi une exigence pour nous, mais qui nous sert aussi pour la globalité de l'entreprise. Ça a permis, voilà, et a fallu, par le biais de réunions avec nos clients japonais, avec nos partenaires sur place, de faire comprendre aussi aux équipes. Parce que pour eux, c'était un peu l'impression, mais non, c'est très bien. Mais non, c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui vaut aussi beaucoup plus cher là-bas. Quand vous mangez un bonbon de chocolat qui fait 8 grammes comme ça, bah, sachez qu'eux, ils coupent en 4. Parce qu'ils mangent petit morceau par petit morceau, parce que c'est un vrai moment de plaisir et de dégustation. Ils n'en mangent pas non plus toute l'année. Et donc, bah, on se doit aussi de leur amener une qualité irréprochable. Hein. Donc, c'est toujours le pendant entre on reste des artisans, donc c'est du travail manuel, mais il faut que à la finale, ce soit vraiment une expérience totale. Donc un client pour qui soit enthousiaste, vous l'aurez compris, on doit innover, on doit l'accompagner, on doit l'écouter, on doit être transparent. J'aimerais qu'on évoque rapidement, avant de passer la main et les questions du public, à l'intelligence artificielle, parce qu'on se trouve quand même dans un monde qui évolue, avec des technologies qui évoluent. Je suppose que c'est forcément des technologies sur lesquelles peut-être vous utilisez déjà, ou sur lesquelles vous pensez, Laurence, pour la poste justement. Oui, alors effectivement, on l'utilise déjà et de plus en plus. On a mis en place des aides en ligne et des chatbots sur nos sites et sur l'app qui prennent en charge une part de plus en plus importante des clients. On va la tester également pour nos chargés de clientèle à distance, puisqu'on a toute une base de connaissances pour qu'ils puissent répondre rapidement et facilement aux clients, mais elle est extrêmement vaste. Et donc, l'intelligence artificielle, on va la tester pour simplifier encore et aller plus vite en fait, de trouver la bonne réponse pour le client, même avec les chargés de clientèle. Tout juste là, on commence à l'utiliser dans une nouvelle plateforme qui restitue nos enquêtes clients et l'ensemble des verbatims. En fait, tout ce que nous disent les clients sont vraiment très prolixes dans leurs propositions d'amélioration, y compris sur les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, l'intelligence artificielle intégrée permet de restituer immédiatement, aussi bien au manager qu'au siège, les points, enfin les émotions positives, négatives et l'importance que ça a pour eux. Vous pouvez avoir des émotions négatives, mais qui pèsent qui sont un peu irritants, mais qui ne gênent pas beaucoup, et d'autres parfois qui sont peu cités, mais qui, pour le coup, sont une vraie catastrophe et qu'il faut traiter très très vite. Donc tout ça, ça nous permet, ça révolutionne vraiment la relation client et l'expérience client. Ça nous permet de gagner en rapidité, en fluidité, en simplicité, aussi bien en interne qu'en externe. Après, moi, ce que je vois, c'est que, alors c'était déjà le cas, mais il y a une sacrée course entre les entreprises et effectivement, vous le disiez, c'est les références du marché. Nous tous, en tant que clients, quelle que soit l'entreprise, on est habitué finalement, comme c'est une course à faire toujours mieux et surprendre justement les clients. La surprise, ça veut dire faire quelque chose de différent. Et si on s'habitue à un niveau d'excellence, bah, en fait, après, on est habitué, on parlait de la Saint-Valentin. Si on a un bouquet tous les jours, au bout d'un moment, c'est juste normal et ça ne fait pas la surprise. Alors, si vous l'avez une fois, voilà, là, hop. Donc, on cherche, comme toutes les entreprises cherchent à surprendre et à faire toujours mieux, en fait, le niveau d'exigence est de plus en plus élevé. L'intelligence artificielle augmente encore, en fait, ce niveau d'exigence. Et les clients qu'on traite à juste titre comme des rois, peuvent devenir, on sait que parfois ça devient, malheureusement, aussi dans un monde où il y a de plus en plus d'incivilité, hein, ça peut déboucher à ça parce que l'exigence est vraiment très forte. Effectivement, nos collaborateurs, nous tous, hein, il y a des jours avec et des jours sans. Donc même si on fait tout pour éviter, ça peut arriver. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, oui, l'intelligence artificielle, elle est vraiment très précieuse, elle fait gagner en efficacité, en temps, en fluidité. Mais moi, je suis profondément convaincue qu'on a encore plus besoin de relations humaines. Et en fait, on a vraiment besoin des deux. Et on le voit bien d'ailleurs dans les études de consommation, les clients ont besoin, certes que ça aille vite, etc., mais ils ont besoin de chaleur humaine, ils ont besoin d'un lieu où on se rencontre, où on discute, où on prend le temps d'échanger. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier un point très, très important, c'est que, oui, on est dans un monde très digitalisé, il faut le faire, mais 15% des Français sont en situation d'électronisme, et c'est même encore plus élevé chez les jeunes.
Alors on dit bah oui, ils sont toujours sur leur téléphone, mais c'est pas la même chose d'utiliser TikTok et de savoir utiliser une app pour des services administratifs ou autres. Donc oui, oui au digital et qui nous apporte Utiliser à bon beaucoup, escient. Oui. et garder la relation humaine. Ouais. La même chose chez vous, Jocelyne, chez LDLC. Vous commencez à toucher du doigt un peu l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Alors, je rejoins complètement l'idée de dire que l'intelligence artificielle est là pour nous aider, aider le client, accélérer un certain nombre de choses. Mais alors, la relation humaine restera absolument la première dans nos activités. Après, on est en effet persuadé. Alors, si, il y a des petites choses. Mathieu, qui est dans la salle, nous a fait les petits avatars pour le chat ou pour les signatures de fin d'année, etc. Donc, on va utiliser des petites choses comme ça. Après, l'entreprise est en train justement d'organiser un certain nombre de conférences à disposition de toute l'entreprise pour qu'on puisse comprendre comment fonctionne l'IA, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Parce que mine de rien, ce sont des choses qui sont nouvelles, des métiers qui sont nouveaux. Si chacun se penche de son côté sur ce qu'il peut faire, à un moment donné, on va peut-être perdre en efficacité. Et pouvoir voir un petit peu tout ça va nous permettre effectivement de voir comment on peut l'utiliser au mieux. Et voilà, et toujours avec cette idée, bien entendu, qu'elle doit nous aider à comprendre, elle doit nous aider à simplifier, à faciliter, etc. Et à avoir encore une meilleure relation humaine parce qu'on aura compris des choses, mais en restant bien entendu avec l'humain en priorité devant tout. Même chose pour vous aussi, Vincent, l'humain en priorité, mais voir comment ça peut être un outil facilitateur. Oui, oui, j'espère qu'on aura, enfin, moi, ne pas connaître la dégustation du chocolat dans le métaverse, parce que je suis pas sûr que ce soit super agréable et c'est très très loin de mon métier. Bien sûr, voilà, nous c'est quelque chose qui est un peu plus loin. Moi, je le vois comme pourquoi pas un outil pour aider le personnel sur différentes choses, sur de l'aide à justement de la réponse client, de la relation client. Mais voilà, pour l'instant, je pense que aussi l'humain dans nos métiers d'artisan reste le primordial et on n'est pas encore là. Peut-être qu'un jour, je mettrai créez-moi une nouvelle recette de chocolat pour la Saint-Valentin et ça viendra me mettre une recette toute seule. Mais j'y crois pas trop. Juste avant de laisser la parole au public, petite dernière question. C'est quoi un client enthousiaste, Jocelyne? Un client heureux qui s'étonne, qui nous remercie, qui nous rappelle, qui nous envoie parfois des petits mots, parfois des petits cadeaux pour dire vous avez été géniaux, etc. Alors bon, je ne sais pas pour nous envoyer des fleurs, mais en tous les cas, pour nous recevoir aussi ce genre de message, ça fait aussi du bien. Vincent, un client enthousiaste. Bah, c'est un peu la même chose, hein. Je pense que c'est voilà, quelqu'un qui est content, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui nous suit depuis de nombreuses années, parce que c'est ça en fait, hein. Je pense que c'est voilà, qui va revenir pour tous ces événements familiaux. Donc c'est une certaine confiance. Et puis voilà, donc c'est quelqu'un qui a envie voilà, qui nous le fait savoir. C'est vrai que j'ai la chance pour ça d'avoir souvent des clients qui me le disent, donc ça c'est agréable. Laurence? C'est difficile de compléter, hein. Je suis d'accord avec tout ça. J'ai envie de dire, c'est un client qui a le sourire et qui revient effectivement, qui achète en fait, hein, parce que l'expérience client, c'est pour développer le business. Et puis qui nous recommande pour de vrai, c'est-à-dire que quand on pose la question recommanderiez-vous, enfin bon bref, est-ce que vous nous recommanderiez en français, l'enjeu c'est pas tellement qu'ils mettent 9 ou 10, l'enjeu c'est qu'ils nous recommandent pour de vrai. C'est le vrai bouche à oreille, c'est la base du commerce. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des micros qui sont à disposition. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Bonjour, moi j'ai une question pour Laurence Montlouis. Vous disiez que vous aviez mis en place plein de choses pour réduire l'attente à la poste. Et comment vous faites pour communiquer aux clients que vous avez changé tout ce que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a des campagnes de communication qui sont spécifiques pour dire on a changé, ne choisissez pas Mondial Relais, choisissez la poste? Merci pour la question. Ça fait partie de nos points de progrès. Tout comme d'ailleurs les nouvelles offres et services qu'on propose. Comme c'est des services, ça ne se voit pas. C'est pas comme un chocolat en vitrine. Et donc, on a un vrai enjeu de le faire savoir. Et c'est en réflexion. Voilà.
Si je peux juste compléter sur un point en disant qu'on encourage aussi nos clients quand ils sont passés à indiquer sur Google quand ils ont apprécié un nouveau service justement qu'on met en place. On utilise aussi ce service-là, mais ça ne fait pas tout. Justement, dans la continuité, il y a quelques mois, j'ai entendu une communication de La Poste justement sur l'accueil en agence, avec un taux de 85% de taux de satisfaction des clients qui venaient à La Poste. Et moi, j'ai été super choqué parce qu'en fait, je l'ai pris à l'inverse. Je me suis dit, mais ça veut dire qu'il y a 15 clients sur 100 qui ne sont pas satisfaits. Et je me suis dit, il faut quand même que le service, enfin l'expérience client communique avec les gens qui communiquent à La Poste sur des chiffres qui soient attrayants et pas spécialement... Et c'est pour ça que je trouve intéressant la réflexion du work in progress sur la communication. Oui, merci. Effectivement, c'est tout l'enjeu. Pour le coup, on suit les progrès. Je suis d'accord, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et en fait, à la fois, on a besoin de changer les idées reçues parce qu'en fait, comme on ne va pas si souvent à la poste, parfois on reste sur les idées qu'on avait il y a longtemps. Et pour le coup, c'est ce qui crée la surprise souvent des clients qui viennent. Ah ouais, je m'attendais à attendre et en fait, pas du tout. Et en même temps, il faut toujours être humble. Il faut toujours être humble. Et en effet, en fait, on sait que, en fait, comme chez vous, on a, même si c'est pas la même saisonnalité, mais on peut avoir des pics de trafic. Et ce qui est compliqué, en fait, nos clients, faut avoir conscience. Le temps moyen d'attente à la poste, il est de 3 minutes et quelques. Donc, en fait, il est très très faible. Le problème, c'est que dès qu'on a des clients qui attendent plus de 5 minutes, en fait, plus de 5 minutes, c'est insupportable. Et donc, en fait, tout notre enjeu, c'est de réussir à prendre en charge efficacement ces moments où on a plus de monde qui ne durent pas très très longtemps. Mais c'est des pics, c'est assez l'exigence, court, en fait. c'est ça, l'exigence, elle est vraiment très très forte. Donc oui, sur la communication, il faut qu'on arrive à la fois à changer les idées reçues parce que vraiment la Poste a beaucoup changé. Et en même temps être humble. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises le font, et montrer en disant on continue à y travailler et on continue à travailler effectivement sur les 10-15% pour lesquels ce n'est pas encore suffisamment satisfaisant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, non. Soyez pas timide. Vous avez Ils ont peur. des guests. Oui, il y a madame top. qui est juste là. Génial. On les a peut-être pas très bien réveillés, en fait. L'outil Envie que vous avez mis en place, vous êtes partie d'une solution existante ou vous l'avez créé vous-même? Alors, on est parti d'une plateforme avec un prestataire qui s'appelle TalkSpirit et aujourd'hui, on l'a repris sur la suite Microsoft 360 et s'est développé du coup en interne sur cette base-là, ce qui simplifie l'intégration dans notre système d'ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos invités? Non. Oui, monsieur? Alors. Bonjour. Déjà, je voudrais remercier Vincent Garlet de réveiller mon enthousiasme très régulièrement. Merci. Et j'ai une question qui s'adresse un peu à vous trois. C'est quel degré d'autonomie, de liberté vous donnez à vos conseillers clients pour justement réveiller l'enthousiasme des clients? Est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions, faire des remises, des remplacements? Voilà, si je vais dans une boutique Garlet dire que mon dernier gâteau avait un petit défaut, est-ce que j'aurai un chocolat? Voilà, des choses comme ça. Ah, il n'y en a pas là tout de suite, tentez pas. Hein. Oui, ils ont une autonomie, bien sûr. En fait, on leur laisse l'autonomie en fonction du problème rencontré. Vous avez eu un problème sur votre gâteau, quel était le problème? Enfin, moi, j'ai vu des fois des gens qui partent de chez nous, on leur montre le gâteau, ils reviennent 10 minutes après, ils disent vous voyez, mon gâteau, il est certainement tombé, certainement. On l'échange. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi de l'expérience client. Il y a des gens qui sont plus ou moins... j'aimerais mieux autant que quelqu'un me dise, voilà, j'ai fait tomber mon gâteau, qu'est-ce qui se passe, qu'ils me disent, oui, c'était mal calé et le résultat n'est pas bon. Mais bien sûr, on leur laisse la possibilité de le faire. Après, si c'est vraiment un problème beaucoup plus important, ça revient au service commercial et puis ça me revient à moi aussi. Parce que je veux avoir une vue. J'ai encore la chance de pouvoir
voir ça et je veux avoir une vue parce que ça peut aussi amener à un problème interne qui fait qu'on a quelque chose vraiment à régler. Mais oui, on laisse quand même une certaine autonomie. Voilà. Après, on a aussi des cas de vigilance, hein, parce que tous les clients ne sont pas toujours... et on a des gens qui ont été répertoriés dans les boutiques pour une récurrence de problèmes. Je me suis même fait avoir une fois, hein, une petite anecdote, au téléphone, je réponds, la personne veut commander, et puis il me dit « Ah, par contre, tant que je vous ai, je vous le dis, j'ai ma maman qui a 80 ans, qui va souvent chez vous dans telle boutique, et puis l'autre jour, dans sa commande, il lui manquait une boîte de vin macaron. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je dis « Écoutez, attendez, on va vous en remettre une. » Et j'ai la responsable de la boutique où elle m'appelle après, elle me dit « J'ai vu que vous avez une commande. » Elle dit « Vous avez mis une boîte de vin macaron gratuite. » Elle me dit je lui explique. Je dis « Voilà, ça a été oublié. » Elle me dit « Non, en fait, c'est quelqu'un qu'on a repéré dans plusieurs boutiques et il va d'une boutique à l'autre. Et à chaque fois, c'est un peu le même discours en disant ma maman n'a pas eu sa boutique. » Et à chaque fois, au début, il avait une boîte gratuite. Et donc, vous voyez, il faut toujours un petit peu doser ça. Mais bon, on reste sur des produits plaisir et donc bien sûr qu'il faut... Voilà. Jocelyne, chez LDSC, justement, l'autonomie des collaborateurs. Oui, alors effectivement, autonomie, responsabilité, confiance, ça fait partie, c'est les 3 leitmotifs de la gestion de nos équipes. Et j'aime bien la remarque de Vincent parce qu'effectivement, ce qu'on se dit aussi chez nous, c'est que de temps en temps, on va faire des erreurs, voilà. Mais le coût d'une erreur n'est rien, parce que ça n'arrive pas si souvent, n'est rien à côté de toutes les fois où ça va nous ramener quelque chose. Et c'est dans cet esprit-là qu'on laisse une liberté. On n'a pas de process clairement défini, tu peux faire un geste co de temps, etc. C'est au ressenti, c'est en fonction du client, c'est etc. Si à un moment donné, notre équipier, il a une question, il a ses managers qui sont à côté, il pose la question, voilà, il n'y a pas de... On a des équipes qui restent à taille humaine et on peut régler les choses rapidement. Par contre aussi, on sait que voilà, tout cas particulier va vraiment à un moment donné permettre de garantir une expérience qui soit la meilleure dans le plus grand nombre et va être beaucoup plus positive, enfin, va nous ramener beaucoup plus que le fait de contrôler, de s'assurer, etc. Et après, pour l'autonomie, oui, d'une manière générale, de toute façon, là aussi, dans notre cadre de ce qu'est la relation client, il y a un mot qui est oser. Oser, sortez encore une fois de la solution, oser aller inventer, aller faire comme vous le sentez, etc. Et il y a le droit à l'erreur derrière. Tout ça, c'est aussi, ça va avec toutes les techniques de management qui peuvent être derrière, et c'est quelque chose d'assez global. C'est vrai que voilà, qui va permettre de pouvoir aider à ça. Ok, mettre en place des process, mais pas trop, quoi, pas trop. Laurence, on l'a compris, l'autonomie, ça faisait partie justement du changement aussi en interne que vous avez proposé pour permettre une meilleure expérience client. Oui, et pour autant, si on parle de gestes commerciaux, ce genre de choses, c'est encore un point de progrès chez nous. Il y a pas mal d'autonomie qui est donnée, notamment aux managers des bureaux de poste. Mais on doit encore progresser. C'est un vrai challenge du fait de la taille de notre réseau. Enfin, c'est 35 000 points de contact, dont 7 000 bureaux de poste, une grande partie avec des chargés clientèle qui travaillent seuls dans le bureau de poste, donc du management à distance, et la multiplicité des métiers. Quand on est à la fois banquier, opérateur téléphonie mobile, logisticien, enfin, évidemment, le cadre réglementaire et de lutte contre la fraude et de conformité est quand même assez... Voilà, un petit sujet. Donc, mais on y travaille pour sans arrêt desserrer les taux et donner de plus en plus de marge de manœuvre. C'est un vrai programme, y compris de transformation RH, de délégation et qui se fait en fonction aussi de la maturité de chaque équipe. Merci. Une dernière question ? Question pour Jocelyne Verlet. Est-ce que vous avez vu un impact sur la marque au niveau des clients depuis la mise en place de la semaine de 4 jours? Parce que vous avez communiqué sur la mise en place de cette semaine et c'est une action donc, interne. Mais est-ce que vous avez vu un impact positif sur l'image au niveau des clients? Alors au début, peut-être l'effet de surprise, effectivement, on a reçu pas mal de messages. Alors après, est-ce que c'est significatif ou pas? Je ne sais pas et on n'a pas cherché à le mesurer. Mais en tous les cas, au départ, on a reçu pas mal de messages. Ah bah ok, moi j'ai acheté chez Amazon, bah en fait, maintenant je vais acheter chez vous.
ou super, bravo, etc. On a eu aussi pas mal de sollicitations de personnes qui aimeraient bien bosser chez nous. Bon, voilà. Mais comme les gens sont bien, on n'a pas tellement de personnes qui partent, donc du coup, on n'a pas trop cette possibilité-là. On a eu pas mal de ça au départ. Maintenant, je pense que c'est passé dans les habitudes et voilà. Et on communique encore beaucoup dessus, mais on communique. Enfin, Laurent de la Clergerie communique dessus aussi parce que plus pas dans une démarche commerciale en fait, plus dans une démarche de faire bouger les lignes, de faire en sorte que ce message soit entendu, de dire ça peut marcher, ça marche, allons-y. Enfin voilà, toujours dans cet esprit de se dire bah voilà si on peut jouer notre petit rôle et montrer voilà. Mais là, c'est plus à la direction des entreprises, des managements, etc. Et pas forcément des clients. On va beaucoup plus communiquer sur LinkedIn. Enfin, je pense qu'on ne va pas communiquer là-dessus. Pas de communication publique, quoi. Oui, c'est voilà. pas le but. C'est vraiment plutôt de la communication à destination de l'entreprise. Pour rebondir là-dessus, nous, on est aussi en semaine de 4 jours depuis 5 ans, ce qui est assez rare dans nos métiers. Et en fait, nous, on l'a fait vraiment pas pour une communication externe, puisque justement, on ne communique pas dessus. C'était vraiment pour un bien-être collaborateur, en fait, dans nos métiers. Quand vous voulez un samedi, un dimanche, alors les dimanches, c'était assez régulier, mais le samedi, à part une fois par an, vous n'aviez pas de samedi. Et donc, le fait de passer à ces semaines de 4 jours en planning tournant, eh bien, en fait, ça nous a permis de pouvoir offrir des week-ends entiers, que ce soit au personnel de vente, au personnel de fabrication aussi, et d'avoir, en fait, on avait les gens de l'administratif qui finissaient le vendredi et qui reprenaient le lundi, et les autres qui travaillaient toujours le samedi et le dimanche, et ça devenait un vrai, voilà, une friction, voilà. Et donc, le fait de faire ça a vraiment amélioré la qualité de vie collaborateur. Et puis, nous, pour éviter que ce soit sur l'expérience client notamment, et en fait, plutôt que de limiter les ouvertures, on a augmenté les ouvertures. En fait, on est passé d'une ouverture à 6 jours sur 7 à 7 jours sur 7. Et en fait, ça nous a permis de prendre plus de collaborateurs et de ce fait de pouvoir faire plus de roulements. Et également, comme nous, je le disais tout à l'heure, on a des pics d'activité, notamment sur la fin d'année. Eh bien, en fait, on est en annualisation, plus en semaine de 4 jours, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de personnel disponible sur les périodes hautes. Et puis, on a la chance d'avoir une période un peu plus calme sur la période de beau temps. Donc, en fait, on a une modulation comme ça des horaires. Et ça permet d'avoir besoin de moins de personnel sur la fin d'année, qui ne vont pas spécialement être toujours aussi qualifiés que les autres, notamment sur la vente et la production. Donc, ça nous a permis de lisser comme ça et d'amener une autre qualité de travail. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être venus. Merci. Merci. Merci à vous tous. Passez Et je souhaite à tous une très belle journée, un très bon salon. Merci.